Day Trading, le podcast. Parlons fondamentaux, première partie. Un chaleureux bonjour à vous tous, chers amis, que vous soyez trader actif, boursicoteur à vos heures ou simplement en quête d'améliorer vos finances personnelles. On a créé ce podcast pour vous aider dans l'acquisition d'une meilleure connaissance dans ce monde vraiment fascinant. Je dis pour vous aider, mais gardez en tête, si on est honnête, que travailler sur le podcast pour nous, ça nous fait évoluer tout autant que vous. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est pour ça qu'on aime ça faire ça puis qu'on continue. Aujourd'hui, on va s'amuser à discuter de l'approche fondamentale pour choisir les produits à transiger. Bien que ça va être le sujet principal de l'épisode, on va aussi la comparer avec une autre approche qui est très populaire, l'analyse technique. On va se questionner sur quels sont les avantages et inconvénients de chacun, puis dans quel contexte elles sont plus pertinentes à utiliser. Je suis toujours en compagnie de mon cher François Joly-Dubois, dit le Sniper. Comment ça va, François? Ça va très bien, mais on est aujourd'hui le 13 mars 2023, puis quand on regarde sur les internets, ça va moins bien pour certaines personnes. Avec qu'est-ce qui se passe, la banque... Silicon Valley Bank qui vient de fermer et que la Fed essaye de les sauver. Mais là, sur Internet, là, tout le monde, là, ça panique, puis c'est la fin du monde, puis le marché va s'effondrer. Oui, c'est une possibilité, mais comme j'ai dit tantôt, là, hors des ondes, je suis un gars de statistiques. Si on regarde depuis 1928, l'S&P, la durée moyenne d'un bear market, c'est en 330 jours. Si on exclut le plus gros bear puis le moins long. Donc, je trouve que le monde, il regarde surtout l'arbre qui cache la forêt. Au bout de la ligne, là, sur 100 ans, ça va quand même bien. Des crashs, des corrections, c'est normal. Donc, il faut essayer peut-être... c'est correct d'avoir une vision peut-être un peu bearish sur les marchés, mais de là à dire que c'est la fin du monde, que tout s'effondre, puis le fameux Black Swan, je pense, c'est possible, mais je pense pas qu'on est encore rendu là. Fait que ça va très bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pessimisme dans l'air. Mais quand on est un day trader, on peut tirer notre épingle du jeu. On peut gagner même quand ça baisse. Oui, donc, c'est ça, et voilà. Les gens capotent, puis nous, on peut sourire en même temps. Oui. Les gens peuvent être heureux, puis on peut capoter, nous, de notre bord, en même temps aussi. Ben gars, je sais pas, Patrick, t'es avec notre autre invité tantôt, notre autre invité spécial. Je sais pas, là, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Ma mère, elle m'appelle, elle dit « Colin, François, la bourse a chuté. Ça va-tu bien? Hey, t'as dû perdre de l'argent aujourd'hui. » Le monde réalise, j'imagine, ça arrive à beaucoup de monde qui nous écoute. Quand les marchés chutent, là, si on est le moindrement un peu dans la bourse, là, il y a quelqu'un qui va nous appeler et il va dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu la fin du monde? Ça va-tu bien? Ça va-tu bien? Tu t'en sors-tu? » Le monde ne réalise pas que même quand la bourse tombe, ceux qui connaissent un peu ça, avec les différents outils, on peut profiter de la baisse des marchés. Là. Exact. Donc, ça sera... on en reparlera peut-être d'un autre épisode. Ben oui. On en a parlé probablement dans certains épisodes aussi. Mais je voulais quand même revenir sur... parce que, comme je l'ai mentionné, j'essaie de trouver un beau qualificatif à chaque épisode. Là, je t'ai appelé le Sniper. Je t'ai appelé comme ça parce que, même si tu n'arrives pas à faire ça tout le temps, moi, je t'ai vu à plusieurs reprises faire une trade avec une précision assez impressionnante, là, à quelques points seulement d'un revirement. Puis c'est ça qui m'a inspiré ton petit surnom aujourd'hui. Mais dans le fond, Quand ça arrive, je pense que ça vient aussi avec une satisfaction, hein, quand tu arrives à faire ça, là. Oui. Puis qu'est-ce qui me différencie des autres? La beauté de la chose, c'est que je publie mes analyses avant. Exact. Souvent, le dire par après, c'est facile de dire que j'aurais acheté là. Mais moi, je le publie avant, puis un moment donné, Marc Laliberté, quelqu'un dans le groupe, il a dit « Comment t'as fait pour embarquer là? » Puis c'est un graphique que j'avais posté avant le mouvement, mais on en parlera tantôt, là, un peu de fondamental, un peu d'analyse technique, mais jamais on va attraper le bas, mais on peut attraper le proche du bas. Puis, je ne vendrai jamais le sommet, mais je peux vendre quand même proche du sommet. C'est des ondes. C'est ça. C'est des probabilités. C'est pas une certitude. Personne ne le sait vraiment, mais quand ça arrive, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, puis à chaque fois, faut faire attention parce qu'on peut gonfler notre ego à cause de ça, mais c'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, là, c'est parce qu'on a fait nos devoirs et on s'est bien placé. Ils ont juste à réécouter notre autre podcast, La Bourse, le plus gros casino du monde. C'est mettre les chances de notre bord. C'est ça qu'on essaye de faire.
C'est excellent. On a aussi avec nous un invité plus que spécial, en tout cas pour moi. Je pense que pour François aussi. Une personne, moi, que là, je vais le flatter, là, je l'admire beaucoup. Hein? Pas juste par son expérience de trader, puis par ce qu'il véhicule, puis même, je dirais, par sa grande générosité, parce que sur le groupe Facebook de Day Trading, il partage beaucoup de matériel. Mais la raison pour laquelle je l'admire beaucoup, c'est surtout pour cette qualité-là que j'appelle, c'est qu'il a pris l'habitude de se questionner sur tout ce qu'il peut se questionner. Donc, rien prendre pour acquis, essayer de réfléchir constamment. À chaque fois que j'ai eu la chance de jaser avec, je sors de là grandi, mais je sors de là souvent avec plus de questions que de réponses, ce qui est une très bonne chose, parce qu'après, on a des devoirs à faire. Et c'est la première fois qu'on le reçoit, puis ça fait longtemps que j'attends ça. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Marc Laliberté, qui est, dans le fond, une personne précieuse à nos yeux. Donc, comment ça va, Marc, aujourd'hui? Ça va bien. Merci de m'inviter. C'est un plaisir spécial. Je ne sais pas si je suis si spécial que ça, mais vous êtes spécial, les amis. Ben, c'est gentil. Mais pourquoi aussi spécial? C'est parce que, tu sais, t'es un peu comme moi. T'es un trader que t'as fait ça sur le side. Tu sais, t'as un travail, tu trades sur le côté, mais je te décrirais quasiment comme une approche d'un trader temps plein par-dessus son travail, tellement t'es passionné. J'aimerais ça, peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans, là, il y a plusieurs années? Là? Je ne sais pas si je me suis lancé là-dedans. Je pense que je suis tombé là-dedans, dans un sens où c'est une graduation naturelle. Tu sais, je dirais quand j'étais ado, ça date de longtemps, là, je vais travailler mon âge, mais quand j'étais ado, mes parents m'avaient placé 2000 $, 2000 pièces dans un CPG à 12%, et c'est là que ça traduit mon âge, mon âge, mais j'avais un CPG à 12%. J'avais 2000 $ économisés là, à passer les journaux quand j'étais jeune, et ça me donnait 240 $ par année. Et ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué, puis je dis ça, là, ensuite, j'ai vraiment compris l'intérêt composé et la valeur. 240 $ quand tu es jeune, dans les années 80, on va se dire, c'était beaucoup. T'sais. C'était quand même vraiment beaucoup. Donc, j'ai vraiment compris relativement jeune que c'était important d'investir. Je connaissais pas les compagnies encore, tout ça, mais pour moi, j'avais compris que je place mon argent. Puis je pensais pas à ma retraite et tout ça dans le temps, là, mais c'était vraiment, je dois placer mon argent. Et j'ai été chanceux, j'ai eu une conseillère que je salue aujourd'hui, Sylvette, qui était ma conseillère pendant 30 ans. Et je plaçais de l'argent, 50 $, 100 $, 250 $ par mois. T'sais. Puis j'ai monté graduellement. Et je vous dirais que depuis ce temps-là, depuis les années 80, j'ai jamais manqué un mois. Ça a toujours sorti de mon compte tout seul. J'ai pas de mérite, là. Ça a sorti tout seul depuis que je suis jeune. Donc... Tu as le mérite d'avoir mis ça en place puis de l'avoir gardé, hein, parce qu'on peut être tenté d'arrêter ça quand c'est des moments plus durs. Je l'ai jamais arrêté, puis j'ai jamais vendu ça. Puis ça a toujours été... Tu sais, on parle beaucoup d'average down ou on parle souvent de DCA, mais c'est ça. C'est exactement ce que j'ai fait et je fais encore depuis longtemps. Puis ensuite, je suis un gestionnaire. Je travaille en culture, en théâtre et je suis un gestionnaire. Donc ensuite, tout ce qui est entreprise, je comprends vraiment. C'est naturel pour moi de comprendre une entreprise, des employés, comment ça fonctionne. Donc c'est là un peu ensuite que j'ai gravité vers l'acquisition d'entreprises via la bourse. J'ai pensé partir d'une entreprise, faire l'acquisition d'une entreprise. J'ai pensé à plusieurs choses dans ce style-là, mais ça a toujours été via la bourse. C'est sûr qu'au début, j'investissais via le S&P 500. Là. Ça fait longtemps que je suis investi dans le S&P 500. Mais depuis plusieurs années, en fait, j'ai décidé, surtout dans le temps qu'Apple, quand Apple l'a ressorti, là, c'est ça que j'ai fait, mais pourquoi j'achèterais pas Apple, moi? Tu sais, fait que là, la passion a vraiment embarqué là, à Carlin. Moi, j'ai le droit d'acheter Apple, j'ai le droit d'acheter une compagnie, j'ai le droit d'acheter des parts de compagnie. Ça a été pour moi un AA qu'on pourra parler, puis je pense que vous en avez déjà parlé autour d'une table entre amis, là, mais tu sais, quand Apple, quand je voyais tout le monde sortir dans la rue, pour moi, j'étais comme, ça n'a pas de sens, là, cette compagnie-là va exploser un moment donné, là. Donc, j'ai pas le choix, là. Je veux dire, faut que je trouve une façon d'acheter cette compagnie-là quand tout le monde courait les iPods, là. Pour moi, ça a été vraiment là, une révélation, là, je dirais, de mon approche et de tout ça. Puis ensuite, je suis devenu passionné, je dirais, obsessif à la bourse. Et c'est cela. C'est ça. Puis ta première approche, outre de regarder autour de toi, c'était quand même beaucoup, justement, l'analyse fondamentale. Parce que c'est ça que tu as lu au départ, les livres. Parce que tu as lu beaucoup de livres.
En fait, curieusement, j'ai commencé sans lire aucun livre. J'ai vraiment commencé, quand je dis naturel, pour moi, c'était naturel. C'est vraiment une approche naturelle de voir ce qui m'entoure. Puis ça, on pourra en parler plus tard parce que c'est pas le sujet du podcast. Mais vraiment, ce qui m'entoure pour moi, même avant d'avoir lu un seul livre, c'était déjà ce que je faisais. T'sais. C'était déjà naturel pour moi de répertorier, si on veut, ou de déceler, en fait, des compagnies qui me semblaient avoir un fort potentiel. OK. Parce que on parlait de livres, parce que ça, nous, on le sait que tu lis beaucoup, là, mais à un moment donné, dans la discussion, quand on faisait notre préparation, tu mentionnais que la littérature des années 90 pour aujourd'hui, ben, ça a changé beaucoup, là, surtout au niveau de l'analyse fondamentale ou tout ça. Fait comment ça a évolué, là, ce qui se faisait avant versus aujourd'hui? Ça serait quoi la grande différence? Bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que au début, je prenais les vieux livres là, des années 70-80. Puis c'est vraiment par ces vieux livres-là que j'ai commencé. Puis je prenais tout pour du cash. T'sais. Je lisais ça, je disais, c'est le même. Ça veut dire, s'ils le disent, c'est comme ça que ça se fait. T'sais. Fait que là, je mettais en pratique ce qu'ils disaient dans les livres. Puis je veux dire, j'ai vraiment, là, on parlait du pays. Faut-tu acheter un stock qui est avec un price earning vraiment, vraiment bas? Faut-tu acheter un stock qui a un price to sell vraiment, vraiment bas? Puis par magie, il va remonter. Fait que j'ai cru à toutes ces théories-là. Je les ai toutes essayées. J'ai regardé les livres des fondamentaux, les livres d'analyse technique. J'ai à peu près tous lus là, dans les cycles. Peu importe. Et en bout de ligne, tu te rends compte que ce qui fonctionnait dans les années 70-80, il y a encore des choses qui fonctionnent. Mais je constate que les patterns, les cycles, aujourd'hui ne fonctionnent plus comme avant. T'sais, avant, il y a été un temps, on passait en bas de la moyenne mobile 50. Systématiquement, ça brisait, ça cassait, c'était la fin du monde, puis ça continuait de descendre. À un moment donné, il y avait des jours de distribution. Si on avait 5-6 jours de distribution sur un marché, le marché crashait, puis ça finissait. Aujourd'hui, par magie, on le vu en 2020, on brise la moyenne mobile 50, par magie, ça repart par en haut. Puis on dirait qu'on va le voir avec des head and shoulders, on va le voir avec des patterns. Je trouve que les patterns qui sont les plus évidents dans les livres sont pratiquement les patterns qui fonctionnent le moins bien, ou du moins, il faut les prendre à l'inverse souvent. Puis j'ai un dicton qui me dit que comme false move, comme fast move, c'est-à-dire que si un faux mouvement, qu'un pattern devrait fonctionner, puis finalement il ne fonctionne pas, pour moi c'est encore pire. Il va partir dans l'autre sens. T'sais. Fait que si on a une tête-épaule, qu'on dit en français, puis la tête-épaule brise vers le bas, mais que finalement elle est invalidée, pour moi le mouvement inversé va être encore plus fort que le mouvement qui était supposé arriver. Ça, c'est des choses que j'ai constatées. Justement, à force de lire des livres puis me rendre compte que les choses ne fonctionnent pas, tu essaies des choses puis tu te dis, mais comment ça devrait marcher? C'est ça qui est dans le livre. C'est ce qu'ils disent de faire. Ils disent d'acheter à ce moment-là. Ils disent de vendre à ce moment-là. On brise ça. Puis moi, puis Fuji est le premier témoin. Combien de fois j'ai écrit à Fuji pour lui dire, mais Colin, c'est supposé être ça, c'est ça qu'ils disent. Puis Fuji, pour moi, je cherchais une certitude. Je vous dirais que l'évolution de pour moi, j'ai été longtemps à chercher une certitude dans un marché d'incertitude. Et quand j'ai compris que c'était un marché de probabilité et non de certitude, j'ai beaucoup de choses que j'ai compris. Oui, juste pour continuer dans la pensée de Max, quand il a dit il lisait des livres, puis comme à l'école, là, on lit un livre, c'est ça, c'est comme ça fonctionne. Ça me rappelle, au début, j'en lis beaucoup moins, là, mais au début, j'ai lu beaucoup de livres d'analyse technique, puis les figures chartistes, puis un peu comme Marc, hein, on lisait ça, puis c'est ça. Quand ça arrive, c'est ça, puis ça va monter, c'est sûr, puis ça va descendre, c'est sûr. Tu sais, le fameux secret de la caramilk, c'était ça. Puis à force de prendre de la sagesse ou de l'expérience, on se rend compte, là, tu sais, c'est ça, comme Marc qui parle de figure chartiste, épaule, tête, épaule. Mais c'est pas sûr à 100% que quand ça va casser, ça va chuter. Mais si on recule le 20-25 ans, on lisait nos livres, puis ça va casser, puis ça va y aller. Mais maintenant, avec l'informatique, tout ça, on se rend compte que ces figures-là ne fonctionnent pas 100% du temps. Là, ils ont quand même des très hauts taux de succès, mais la recette de la caramel, ça n'existe pas. Il faut mettre notre expérience. Ce n'est pas juste un système, achète ici, achète là, vends là. Il faut... Puis c'est peut-être là, on en parlait hors des ondes, là, ChatGPT, l'intelligence artificielle, quand on va pouvoir programmer
notre cerveau, notre façon de penser, mêlée avec l'analyse technique, mêlée avec au fondamental. Je pense que ça va être là le secret de la caramel. Mais là, notre cerveau qui pense à certains trucs qu'on ne peut pas vraiment mettre sur des graphiques, ça fait que ça fait que c'est là l'expérience rentre en ligne de jeu. Là. Fait que les jeunes qui nous écoutent, qui lisent des livres, puis faut pas prendre ça nécessairement tout pour du cash. Là. C'est pas parce qu'on voit un Head & Shoulder puis automatiquement il faut vendre. Non, il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Puis là, soit dit en passant, on parle plus d'analyse technique là, en ce moment. Mais oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est mon côté. Pour le moment. Là. OK. Vas-y, Marc. Et c'est ça. Dans les livres aussi, il faut remarquer qu'ils vont toujours te montrer le pattern. Ils vont te montrer le graphique qui fonctionne. Ils te montrent rarement les fois où ça ne fonctionne pas. C'est très, très, très rare dans la littérature qu'on va le voir que regarde, ce pattern-là ne marche pas. Ils ne vont pas te montrer les 5 fois qu'il n'a pas marché. Ils vont te montrer la fois qui a fonctionné pour appuyer la thèse qui vont dire que ce pattern-là, ou peu importe, fonctionne, que ce soit un pattern technique ou un fondamental. Ils vont prouver le point du livre. Ça reste une business, vendre des livres, comme vendre des formations, comme vendre des systèmes de trading. Là. Ça reste... C'est ça. Puis de toute façon, ces patterns-là, ils ont été basés aussi il y a plusieurs décennies, alors que c'était l'être humain qui tradait. Là, aujourd'hui, il y a des algos, il y a des machines, donc la discipline n'est plus là aussi. Donc, ça évolue au fil du temps. Mais l'émotion est toujours là. L'émotion est toujours là, mais les algos sont beaucoup plus rapides. Puis François pourrait en parler, mais la bourse était beaucoup plus lente qu'elle l'est aujourd'hui à réagir. Et aujourd'hui, les réactions sont... Ben oui, regardez 2010, là, le flash crash qui a duré, ça c'est à cause des algos, là, ça a duré quelques minutes, quelques secondes. Puis, tu sais, pour revenir au pattern ou les PE ratio ou le Head & Shoulder, je l'ai trouvé pour le Head & Shoulder, mais tu sais, maintenant, à l'ère de l'informatique, on peut trouver combien de pourcentage ça fonctionne, ce pattern-là. Tu sais, avant, d'après moi, ils ne comptabilisaient pas ça, mais il faudrait que je retrouve l'étude. Ils sont basés, je pense, sur les 20 dernières années, le pattern Head & Shoulder, parce que c'est un que, pas que tout le monde connaît, mais c'est peut-être le plus populaire. Puis ils se sont rendus compte, je crois, 85% du temps, il fonctionne. Fait que ça ne marche pas à 100%, mais tu sais, quelque chose qui est à 85%, c'est quand même très bien. Là. Tu sais, c'est basé sur des statistiques. Encore là, je suis un gars de statistiques. Tu sais, puis tu parles de système, tout ça. Quelqu'un qui est capable de battre le casino. Tu sais, le casino, c'est 50-50, mais avec quelques indicateurs mélangés de fondamental, si tu es rendu à 70%, mais c'est très bien avec un win rate de 70%. Mais bon. Encore là, faut pas que tu te fasses sortir. Oui. Souvent, la trade, elle va fonctionner. Là, on parle plus de trading, mais la trade, elle va fonctionner, mais tu vas être fait sortir avant. Donc, le pattern finit par fonctionner, mais on va t'avoir fait croire qu'il ne fonctionnera pas. Oui, parce qu'on gère pas notre risque, puis tout. Là, Et ensuite, tu s'en vas dans ta direction, puis tu dis, merde, on m'a sorti avant. T'sais. Puis, tu sais, on passe à l'extrême. Vous regarderez un livre que je conseille à tout le monde, là, qui date de la Lune. How I Made $2 Million in Stock Market de Nicholas Darvis, qui était... comment j'ai fait 2 millions de dollars dans le marché de la bourse de Nicolas Darvis. C'est un vieux livre où le monsieur, c'est un Canadien, je pense. C'est un gars qui est un danseur de ballet. Puis le monsieur, il a expliqué tout son système. Et c'est fascinant de voir que le monsieur, il se promenait, il était en tournée mondiale là, dans les années, je pense, c'est 70 ou même avant. Et il expliquait vraiment qu'il recevait un télégramme à l'hôtel. Il recevait les cotes de son broker. Puis, il se faisait des graphiques, des analyses par lui-même. Puis ensuite, il a renvoyé un télégramme à son broker pour dire « Prends-moi position à telle place. Vas-y maintenant, si le prix il passe, tu t'achètes. S'il passe là, tu vends. » Mais on s'entend que si le monsieur recevait des télégrammes ou c'était même pas le fax dans le temps, là, ben c'est pas à la même vitesse que ça se passe aujourd'hui. Et encore, ce que lui, il parle, ça fonctionne encore. Mais c'est quelle année, ça? Le livre? C'est mieux celui-là, mettons, cette histoire-là. Ça fait-tu 100 ans? Ça fait-tu 50? Ça fait-tu... Bon, Marc, il se lève... Il est parti, donc... Oui, Marc, il se lève, qui va dans sa bibliothèque. De 8000 livres. Ah, il l'a juste à côté. 1960. On parle de 1960, tu sais. Ouais. Ça, c'est son livre. Ouais, il tradait avant ça, là. C'est ça. Oui, exactement. Dans ce temps-là, c'était « How I Made $2 million », mais aujourd'hui, c'est « How I Made $200 million ». Tu sais, on rajoute 2 zéros. Oui, exactement, tu sais.
Donc, non, mais c'est vraiment un livre... c'est comme Livermore et tous ces livres-là. Pour moi, c'est un livre qui est... c'est pour ça qu'il est pas loin. Hein? Vous avez vu, il est vraiment pas loin pour me rappeler que à la base, des fois, il faut retourner à l'essentiel. Là. Fait que plus on avance, plus on va se promener. Parce que là, on parle de façon générale, plus on va essayer d'être... On va aller chercher un peu plus des détails. Mais avant de rentrer, parce que là, on se rapproche là, de parler vraiment de fondamentaux, il y a un principe qu'on a discuté l'autre fois avec toi, Marc, puis moi, j'ai bien aimé, puis je pense que je vais le garder sur une affiche à côté de moi. Là, c'est Only Price Pay. C'était Brian Shannon que tu avais parlé. Donc, peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va analyser, au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Marc? Only Price Pay? Ben, c'est que peu importe ce qu'on pense, peu importe si on pense avoir raison, seulement le prix, si le prix monte, ça paye. C'est-à-dire que si on rentre et le prix s'en va contre nous, ben ça paye pas. T'sais, on va pas faire de l'argent, mais on pourrait avoir raison. On peut avoir raison longtemps, puis on peut se battre contre le système, puis se dire qu'on a raison, ça va se retourner, puis... Mais dans le compte, il y a une seule chose qui compte, une seule chose qui fonctionne, c'est quand on achète long, puis que le prix monte, ça va nous payer. T'sais. Si on résume ça à l'analyse technique, là, le monde dit beaucoup le price action. Bon, tu sais, le monde, des fois, ils ne se mettent pas 12 000 indicateurs. Le monde dit, je regarde juste le price action. Un bon vieux graphique, juste un graphique avec le cours de l'action. Fait que si le prix monte, ben, en général, c'est ça qui paye. Il n'y a rien d'autre qui paye. Ben non. Quoi, t'essayes-tu de me dire que la bande de Bollinger, il ne faut plus regarder ça? Non, c'est pas ça que je dis, mais si tu rebondis sur la banque de Bollinger puis que le prix monte après ton achat, ben tu vas être positif dans ton compte. Ouais, puis le cloud Ishimoku, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur indicateur. C'est sarcastique. Au final, là, peu importe l'indicateur, c'est quand même le prix. C'est un graphique. Là. Soit dit en passant, le prix, c'est un indicateur. C'est l'indicateur le plus... Tu sais, si on l'enlève, le prix, on n'a plus rien. Mais c'est ouais, tant qu'à ça. Ben, à mon avis, c'est le meilleur indicateur et c'est le seul indicateur. Tout le reste, je ne veux pas dire tout, mais probablement tout on va dire en anglais, va laguer, va suivre. Mais tout est basé sur le prix. Là. C'est-à-dire le stochastique, le Bollinger, peu importe, sont tous basés sur le prix, donc ils sont tous dans le passé. Et là, on va passer au fondamental. Le fondamental aussi, c'est le passé. C'est-à-dire que toutes les données qu'on regarde dans un bilan financier ou qu'on regarde... peu importe les fondamentaux, la technique, on parle du passé. C'est-à-dire que ça nous donne une impression de ce qui s'est passé, mais ça ne nous dit pas ce qui va se passer dans le futur. Sauf, comme on parlait de statistiques, quand on tombe en analyse technique, ben là, on tombe de probabilité, de statistiques, de chances que quand ça se produit, c'est des causes à effet, là, un peu. Là. Moi, j'aime dire en analyse technique, là, je pense c'est de reconnaître des patterns. Quand tu vois quelque chose, tu dis, quand j'ai vu ça plusieurs fois, il me semble que c'est ça qui se produit par la suite. C'est un peu la même chose en fondamentaux. Là, c'est-à-dire qu'on voit des choses qui sont récurrentes, mais ça, il faut avoir vu des mille et des mille de graphiques et des mille d'analyses pour être capable de porter ce jugement-là, de voir quand je vois ça, normalement, c'est ça qui se produit par la suite. Pas toujours, mais souvent. T'sais. Une expérience. L'expérience qui rentre, oui. Le temps passe, les amis. Dans le fond, aujourd'hui, c'est comme plus une mise en bouche. Hein? On s'installe, puis évidemment, il va y avoir un autre épisode. Ça, on ne se le cachera pas. Là, on a parlé plus un peu d'analyse technique. Fait qu'on avait dit qu'on allait comparer les choses. Fait qu'on va essayer de mouiller un petit peu dans ça. Mais en même temps, on a eu comme un échange de vision, un peu d'un regard sur comment fonctionne le marché. Je voudrais terminer cet épisode-là, dans le fond, avec une méconception qu'on entend des fois sur l'analyse technique, c'est-à-dire, puis on avait parlé l'autre fois aussi, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec un graphique aussi. Hein? C'est une anecdote de François à la bourse. Il disait, sors-moi, mettons, tel produit. Puis là, le gars à l'imprimante, parce que dans le temps, il y avait une imprimante, il dit, tu veux que je t'en sors une boule ou une beer? Pourquoi donc ça, François, que c'est possible? Pas une beer, une bear. Une bear. Excusez-moi le bel accent. Oui. Maudite boisson. Oui, non, c'est ça. Quand je travaille sur le parquet de la bourse, le monde, il voulait avoir... il dit, peux-tu m'imprimer le graphique de ci? Et là, c'est ça. On disait, t'en veux-tu une boule ou une bear? Parce que dans le fond, là, la bourse, on s'entend. Quand on regarde le graphique, on peut avoir... je peux te donner un graphique bullish, bullish dans le sens, on peut te donner un graphique à la hausse sur un titre
où on peut te donner, on peut isoler, exemple, un time frame, une unité de temps, puis je vais te montrer ça, puis tu vas voir, tu vas te dire, hey, Colin, ça va tomber ce titre-là. Mais non, c'est le même graphique, c'est juste, exemple, différentes unités de temps. Donc, on peut faire dire n'importe quoi un graphique. Là. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Et de toute façon, il y a toujours un acheteur pour un vendeur. On ne sait pas si c'est un acheteur long ou un vendeur qui veut se débarrasser de son long ou un nouveau short, peu importe. Mais il y a toujours un acheteur pour un vendeur. Donc, il y aura toujours une analyse bullish et une analyse bearish à quelque part. Toujours quelqu'un qui pense que la bourse va tomber aujourd'hui. C'est ça, hein? C'est un cercle. Hein? Pour chaque acheteur, comme tu dis, il y a un vendeur. Là. Donc, c'est ça. Et quelque chose que les gens comprennent pas nécessairement tous, c'est que il y a des gens à court terme, il y a des gens à long terme. À partir du moment où le trader prend position pour une demi-journée ou va prendre position pour le swing, va prendre position pour 2-3 jours, quand il a fait son 10%, son 15%, son 20%, il va sortir. Il a pris sa petite trade de quelques jours, il s'en va. Mais à ce moment-là, tu as le long terme qui voit une opportunité parce que là, tout d'un coup, là, on parle du fondamental. Là, le fondamental, le value investor, Warren, va se mettre à acheter parce que il trouve que là, ça a trop baissé. Donc, lui, il voit une valeur. Fait que c'est toujours, à mon avis, un échange entre les short-term traders qui vont, les traders à court terme qui vont se prendre des petites cotes là-dedans. Mais au bout de la ligne, quand le prix descend, là, tu as les institutions qui vont voir une opportunité, qui vont supporter le prix. Puis, fait qu'il y a plusieurs horizons là, en même temps. Puis si nous autres, on vend, moi, je prends une petite trade pendant 10 minutes, puis je vends, ben c'est peut-être quelqu'un qui achète pour 10 ans. Je ne sais pas qui achète pour 10 ans, qui achète là, quand moi, je vends mon action que je viens de vendre après 5-10 minutes de trade. C'est pour ça, il y a tellement d'horizons. C'est pour ça, dans la communauté, on dit souvent, là, quelqu'un il dit hey, « T'es-tu bullish ou bearish? » Si tu me poses la question à moi, puis tu la poses à Warren Buffett, ça va être différent. Là. Warren Buffett, s'il est bullish pour plusieurs années. Moi, ça peut être 1 minute, 5 minutes. Ça peut être 1 semaine. Mais bon, c'est important de connaître nos horizons de temps. Puis moi, en tout cas, ce qui m'habite quand que je vous écoute, c'est que dans le fond, le trader, même si certains ne l'aiment pas, le boursicoteur à court terme ou le scalper, mais on a un rôle important pour la liquidité dans le marché. Là. Oui. On est les petits poissons. Exactement. Les petits traders, c'est les petits poissons qui rentrent dans le gros filet de l'institution. Ça, en soi, peut être 3 podcasts, à mon avis. Mais moi, l'image que je vois, c'est vraiment les petits poissons et la grosse institution avec son filet qui va aller ramasser les stop-loss. C'est ça. Oui, ça, c'est effectivement un autre sujet. On est de la liquidité. Et ils vont aller provoquer ces pièges-là, si on veut. La même façon qu'un pêcheur va aller attraper des poissons et les emmener avec des lumières à différents endroits pour les piéger. Pour moi, c'est pas si différent. Là. Exact, c'est une bonne image. Mais on pourra effectivement en rediscuter. Fait que là, ce qu'on va faire, on va terminer pour cet épisode-là. J'espère que, en tout cas, si vous avez le goût d'en savoir plus, vous allez devoir attendre un petit peu avant d'avoir la suite. J'espère qu'on ne vous a pas trop frustré là-dessus. Mais on va poursuivre notre aventure. Prochain épisode, on va se lancer directement là, dans la discussion au niveau de l'analyse fondamentale. Alors, d'ici là, je vous souhaite un bon trading.